Bienvenue à votre dernier bulletin d'information de la saison. Voici ce qui a attiré notre attention cette semaine à InfoCam. La nouvelle salle d'apprentissage actif du département de comptabilité et de gestion du cégep de la Pocatière. Le lancement de la campagne Une collecte qui carbure de l'organisme Coeco. Le nouveau programme Musique-études au Collège de Sainte-Anne de la Pocatière. Et encore une fois cette année, un succès pour notre guignolée des médias. Le département de comptabilité et de gestion du cégep de la Pocatière se renouvelle autant dans ses salles de classe que dans son entreprise école. Pour en discuter, on rencontre Marie Dallaire, responsable du département. Madame Dallaire, il y a de la nouveauté au département de comptabilité et de gestion du cégep de la Pocatière, dont une nouvelle salle d'apprentissage actif. D'abord, dites-nous, qu'est-ce que l'apprentissage actif? Alors, l'apprentissage actif, c'est une nouvelle forme de pédagogie où il y a une collaboration, je vous le dirais, une interaction plus active entre l'enseignant et les étudiants. On utilise des îlots. Alors, les étudiants sont placés par îlot. Chaque étudiant a accès à un ordinateur sur l'îlot et l'îlot a accès à un écran sur lequel les étudiants peuvent projeter le travail qu'ils font à l'ordinateur. Donc, ça amène une pédagogie plus, comme je disais tantôt, interactive entre l'enseignant et les étudiants. Dans quel but une telle salle de classe a été mise sur pied, a été préparée ici au cégep de la Pocatière? Dans le domaine de l'éducation, il faut toujours être en avant. On ne peut pas être à la remorque de ce qui se passe dans le milieu du travail. Donc, pour nous, c'est d'être de permettre finalement aux étudiants d'utiliser les technologies qu'ils vont retrouver par la suite sur le marché du travail. Donc, d'abord, je vais vous demander en quoi diffère cette classe-là d'une classe habituelle? Dans le fond, peu importe où tu es placé dans la classe, tu peux vraiment voir les exemples ou la théorie que les enseignants projettent dans leurs cours. Oui, parce que comme vous pouvez le voir, bien, c'est plein d'écrans, puis c'est facile d'avoir accès un peu partout à l'image, puis c'est plaisant, c'est agréable. C'est un local qui est original, puis agréable à être dedans. Ouais. Est-ce que ça vous aide dans votre cours là, à apprendre? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Bien, on peut... c'est vraiment plus facile. Maintenant, sur un marché du travail, c'est vraiment plus... c'est tout de la technologie. Fait qu'on est vraiment dans l'univers de la technologie ici, là. On est prêt pour rentrer sur le marché du travail par la suite. Puis vu que c'est interactif, bien, on a plus tendance à être là puis à écouter. Ouais. Donc, j'ai une petite série de questions. Notes de cours, papier ou iPad? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, personnellement, les notes de cours, c'est plus iPad, là, vu que moi, je suis plus concentré quand c'est sur l'iPad, vu qu'on écrit avec nos doigts puis tout, là, c'est plus... on est plus centré sur notre sujet puis tout, donc moi, j'aime mieux iPad. Ben moi, c'est sûr que les notes de cours, moi, je trouve que ça va mieux qu'un clavier, là. Donc, c'est sûr que moi, je les prends avec l'iPad. Sinon, pour le livre numérique, c'est quand même très, très, très le fun, là, parce que on n'a pas besoin de chercher la page du million de temps pour justement la trouver. On fait rien que la taper, puis on l'a directement. Donc, c'est quand même très utile. On perd beaucoup moins de temps pour chercher la page. C'est ça, parce que vous avez un livre numérique en marketing. Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu préfères, le livre papier ou le livre numérique? Moi, personnellement, c'est le livre papier, là, parce que je peux plus souligner des trucs, puis comme par exemple, toute mon information est là, puis moi, personnellement, le livre numérique, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé depuis le début de l'année, donc j'aime mieux papier. Il y a tout ça en classe aussi. Quand on est en classe, le professeur parle d'un article qu'on pourrait aller voir. Bon, on peut aller le voir tout de suite si on veut. Ou si on a mettons, quand nos professeurs avaient nous donner des feuilles, puis là, il y avait des articles, bien là, il fallait qu'on tape l'article rendu chez nous. Tandis que là, bien, souvent, ils nous l'envoient en version électronique plus papier en classe. Donc là, on se ramasse avec la version papier.
Puis quand on l'ouvre avec notre iPad, bien, on clique sur le lien puis on arrive directement sur la page. Donc, on peut faire les exercices directement en classe. On parle également de TCG Boutique, dans laquelle on est présentement. Elle a changé de nom, elle a changé d'image aussi. Parlez-nous-en davantage. Alors, TCG Boutique, c'est l'entreprise école du programme de techniques de comptabilité et de gestion. L'entreprise école, pour nous, c'est comme un laboratoire de gestion. Donc, les étudiants travaillent ici, dans cette entreprise. Ils ont différentes tâches à accomplir. Ils font partie du conseil d'administration. Donc, ça leur permet d'acquérir une expérience en gestion. Maintenant, nous avons élargi, si vous voulez, nos produits, notre gamme de produits. Donc, nous vendons des vêtements à l'effigie du cégep, à l'effigie des équipes d'excellence sportive, les Gaulois. Nous vendons des bijoux. Donc, on se devait de modifier le nom pour avoir un nom qui pouvait proposer là, une plus grande gamme de produits. La semaine dernière avait lieu le lancement de la campagne Une collecte qui carbure. Voici tous les détails avec Yann Chartrand de Coeco. En fait, la campagne Une collecte qui carbure est là pour sensibiliser la population à participer à la collecte des matières organiques. Donc, c'est une collecte qui va être mise en place là, dans le courant de l'année 2015, qui était déjà en place à la Pocatière depuis de nombreuses années et là qu'on étend à l'ensemble du territoire. Bon, les citoyens, avant de recevoir leur bac, ont reçu une lettre de leur maire qui leur parle du démarrage du projet. Dans le bac, il va y avoir un bac de comptoir, qui est comme une petite chaudière faite exprès pour ça. Et à l'intérieur, on va déjà trouver un dépliant qui est explicatif avec la liste des matières, des trucs et astuces, etc. Donc, première des choses, on va par la suite aussi transmettre aux citoyens un carton aimanté qu'ils pourront mettre sur leur frigo avec un rappel des matières qui sont acceptées. Il va y avoir aussi des séances d'information au public dans les municipalités. Donc, on va faire une tournée. Là, il y aura 4 ou 5 séances d'information publique à travers le territoire pour ça. Également, on va tenir des kiosques dans les événements, dans les festivals, au centre d'achat, etc. Là. Notre objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre de la population directement. Aussi, pour ça, quand la collecte aura été effectuée pendant 1 an, bien, on veut revenir au niveau individuel pour faire du porte-à-porte. Comme Coeco l'a fait pour plein de sujets précédemment, là, vraiment des tournées où on va cogner aux portes, répondre aux questions des gens, vérifier, voir s'ils ont bien compris le contenu des bacs, c'est quoi les ajustements nécessaires. Donc, c'est un peu qu'est-ce qui va clore la boucle de ça. On a aussi un site web qui s'appelle collectequicarbure.com pour informer les gens et aussi la ligne info de Coeco. Donc, les gens peuvent appeler à Coeco pour avoir des renseignements. C'est au 856-26-28 du lundi au vendredi. Donc, on aura réponse à vos questions là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces fameuses matières organiques-là qu'on va mettre dans les bacs bruns? Donc, les matières organiques qui vont être collectées vont être acheminées à l'usine de biométhanisation de la région de Rivière-du-Loup. La biométhanisation, c'est un procédé industriel par lequel les matières organiques vont être transformées en 2 sous-produits. Donc, un amendement de sol qu'on pourrait comparer au compost, là, qui va être destiné à l'agriculture, et un biocarburant qui est en fait alimenté des camions de transport là, qui circulent sur les autoroutes. Et quand on parle de matières organiques, de quoi qu'on parle exactement? Donc, les matières organiques qui sont visées par le projet sont particulièrement les matières alimentaires. Donc, tous les résidus alimentaires qui sortent d'une cuisine sont visés par la collecte. Il n'y a pas des exceptions de ci ou pas de ça. Tout ce qui sort par votre cuisine est accepté. Et certains résidus qu'on appelle les résidus verts de l'entretien des terrains, donc le désherbage des plates-bandes, par exemple, en est un. Là, il va y avoir particulièrement un élément à considérer pour les résidents de la Pocatière, puisque la liste de ces matières change légèrement par rapport à ce qu'ils ont connu depuis le début de la collecte. Donc, pour eux, on va avoir l'ajout de plusieurs éléments de résidus alimentaires, notamment la viande, tout en fait qu'est-ce qui était plus d'origine animale, viande, os, produits laitiers, poissons, etc. Cependant, il y a certains éléments au niveau des résidus verts qu'ils ont l'habitude de mettre dans leur bac brun, notamment les feuilles et les branches, et pour lesquels on va devoir avoir des alternatives puisque la biométhanisation ne permet pas de traiter ces matières-là. Donc, la Ville prévoit des collectes à l'automne spéciales et il y a les écocentres qui continuent d'être un lieu privilégié pour amener les feuilles, les branches, là, qui vont continuer de les accepter. Donc, ça, c'est une particularité pour la Pocatière, là, une adaptation pour les gens. Comme je vous dis, il y a un plus.
Puis il y a un changement, là, il y a un moins aussi, mais il y a des alternatives. Cette année, le Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en partenariat avec l'École de musique et de danse des Trois-Maisons, offre aux élèves un programme de musique-études unique dans la région. Donc, on permet à des élèves qui veulent vraiment vivre des passions en musique de pouvoir développer et de pousser sur j'ai le goût de dire, leur passion à travers le programme scolaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise le programme scolaire pour favoriser la possibilité de faire de la musique. Donc, on libère les élèves 2 après-midi semaine pour qu'ils puissent vivre leur passion avec l'École de musique et de danse des Trois-Maisons. Et pourquoi vous avez eu l'idée d'agencer l'École des Trois-Maisons et le Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière? Bien, en fait, c'est un projet, c'est un projet commun avec M. François Landry, qui est le directeur général de l'École de musique et de danse des Trois-Maisons, et le collège. Donc, la possibilité de permettre à des jeunes de pouvoir vivre des passions. Et c'est vraiment, là, je dirais, l'idée qui vient des deux entités ensemble. C'est vraiment ça là, qui a été intéressant. Et on se rendait compte qu'il y avait vraiment des talents d'abord dans l'école. Alors, il y avait des élèves qui étaient vraiment bons en musique ou en chant et nous est venu de l'idée pourquoi pas leur permettre de vivre des choses et d'organiser leur horaire scolaire en fonction de ça. Et ça va leur permettre peut-être de garder une motivation supplémentaire pour l'école. Moi, je pense que ça a du bon pour les deux, là. Motivation scolaire rehaussée, parce qu'ils pratiquent une passion ou ils développent une passion à l'intérieur même des murs de l'école. Et en plus de ça, pour nous, sur le plan scolaire, bien, les élèves, pour qu'ils en fassent partie, il faut qu'ils performent sur le plan scolaire. Donc, ça prend des élèves qui sont relativement bien organisés et autonomes. Et ça leur permet encore de pousser un petit peu plus. Donc, c'est intéressant là, sur ces aspects-là. C'est une formation qui est très complète, c'est-à-dire que le centre de la formation est basé sur un cours individuel, donc l'apprentissage d'un instrument individuel, que ce soit le piano, le violoncelle, la guitare, le chant, la batterie. On a plus d'une dizaine d'instruments disponibles. Cette formation-là est encadrée par la Faculté de musique de l'Université Laval, donc c'est une formation de haut niveau. Ensuite de ça, on complète la formation avec une série de cours de groupe, c'est-à-dire qu'on a de la théorie, on a du solfège, de la dictée, de la musique d'ensemble, de l'histoire et des répétitions personnelles pour faire un total de 6 heures de musique par semaine. C'est un programme qui... En fait, il y a 2 choses à retenir par rapport à ce programme-là. La première, c'est que c'est un programme de haut niveau et l'autre chose, c'est que c'est un programme qui est unique dans la région. C'est-à-dire que pour avoir un programme similaire, il faut aller soit étudier au secondaire à Rivière-du-Loup ou aller à Lévis. Donc, le Collège Sainte-Anne, couvrant le territoire grâce à son transport scolaire, couvre le territoire de Saint-Joseph jusqu'à Montmagny. Donc, c'est tous les jeunes provenant de ce territoire-là qui ont accès finalement à un programme comme notre programme musique-études. Et on a les journées portes ouvertes qui s'en viennent aussi au Collège Sainte-Anne où est-ce qu'on va offrir plus de détails. C'est le 24 janvier prochain. On va présenter tous les programmes, toutes les concentrations et le programme musique-études va être là. Donc, on invite tous les gens à venir pour poser leurs questions puis avoir plus de détails sur la formation offerte. Qu'est-ce que vous aimez dans le nouveau programme musique-études? Moi, j'aime le fait que ce soit en région. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer comme, par exemple, à Québec ou à Rimouski. Donc, dans le fond, on peut rester vraiment chez nous, puis c'est accessible, dans le fond. Moi, j'aime le fait qu'on peut faire... c'est une manière de partager notre passion, puis on peut faire de la musique d'ensemble, puis on approfondit nos connaissances musicales. Puis on a vraiment l'occasion de jouer avec d'autres musiciens, ce qu'on a peut-être moins quand on a des cours privés seulement. Le 4 décembre dernier avait lieu la Grande Guignolée des médias. Toute l'équipe de la télévision communautaire du Kamouraska est fière d'avoir participé à cet événement pour une 10e année consécutive. Plusieurs denrées non périssables ont été amassées ainsi qu'un total de 2 650 $ en argent comptant. Les sous amassés ont été remis à part égale à la Maison de la famille et au Centre accueil partage du Kamouraska afin de venir en aide aux familles dans le besoin. Quant aux jouets, denrées non périssables et produits d'hygiène, ils ont été remis au Centre accueil partage. Bien, nous, on achète des bons d'achat chez les marchands, les épiceries puis les pharmacies, à Saint-Pascal, à la Pocatière et à Saint-Alexandre. Et quand on achète nos choses, on demande aux marchands s'ils veulent en mettre dans le petit panier. Fait qu'on ramasse à peu près un 300-400 $ comme ça, qu'on ajoute. Et ces bons-là, on les donne aux familles. Nous, on va dans les familles. Hein. Fait qu'on sait c'est quoi l'état de la situation, on sait leurs besoins, on sait quand... et on essaye là, de combler certains besoins, surtout en épicerie, puis les couches et ces choses-là. La guignolée nous permet d'aider ces personnes-là directement
Puis ce qu'on fait, nous, c'est qu'on en garde une partie. On en donne une partie tout de suite après les fêtes. On en donne une partie aussi à l'entrée des classes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup besoin, les vêtements, le matériel scolaire. Ça fait que la nourriture, là, des fois, c'est là qu'ils coupent parce que c'est la seule place qu'ils peuvent couper. Puis le développement d'un enfant, ça prend une bonne alimentation. Alors moi, je trouve que la guignolée, puis aussi le partage. Moi, je pense que c'est important que les gens, on leur donne l'occasion de partager avec d'autres qui sont moins favorisés qu'eux autres. Puis ça, moi, j'ai vu aujourd'hui, là, il y avait des gens qui étaient contents de donner parce qu'il y avait l'impression qu'ils aideraient quelqu'un dans le besoin. C'est sous le thème « L'art public et ses retombées pour la communauté » qu'avait lieu la 8e rencontre annuelle des intervenants culturels du Kamouraska le 27 novembre dernier. Bien, cette rencontre-là est organisée pour permettre aux intervenants culturels de se rencontrer entre eux, d'échanger, de tisser des liens. Donc, les artistes, les organismes, tous les intervenants culturels. Mais ça vise aussi qu'ils rencontrent les personnes des autres milieux. Comme l'année passée, la rencontre annuelle avait permis de tisser des liens avec le milieu touristique. Puis cette année, c'était le milieu municipal qui était ciblé. Puis ça a quand même assez bien fonctionné parce qu'il y a autant d'intervenants culturels que d'intervenants municipaux, des élus, des agents de développement, des gens des organismes de développement qui ont participé à la rencontre. Sur la 50aine de personnes, c'était, disons, à peu près moitié-moitié intervenants culturels, intervenants municipaux et de développement. Votre thème était l'art public et ses retombées pour la collectivité. Pourquoi avoir choisi ce thème? Bien, en fait, on parle d'art public, mais ce qu'on veut dire vraiment, c'est l'utilisation de l'espace public comme lieu de diffusion de la culture. Utiliser l'espace public, les lieux publics, c'est une façon d'amener les activités culturelles plus près des gens. On entend souvent l'expression là, sortir l'art de ses murs, mais ça vise à aller à organiser des activités là où les gens se trouvent pour que plus de gens en profitent, dans le fond. Puis c'est une façon de faire dans nos milieux qui s'installe de plus en plus, là. On peut penser, par exemple, aux rencontres photos du Centre d'art qui ont lieu dans 8 municipalités. Les expositions sont organisées dans les parcs, dans les sentiers, dans les haltes touristiques. Puis il y a aussi Vrille Art Actuel, qu'on a connu longtemps, jusqu'à dernièrement, là, sous le nom de la Tortue Bleue, qui, eux, pendant plusieurs années, se sont occupés de la résidence d'artistes à la halte marine de la Pocatière, là, à la maison touristique. Puis, depuis plusieurs années, là, ils ont des installations le long du fleuve. Donc, en ayant des activités, des expositions à l'extérieur, bien, ça permet vraiment à plus de gens d'en profiter. Ils peuvent y aller quand ils veulent. Il n'y a pas d'heure d'ouverture. Donc, c'est un peu l'esprit de ce genre de projet-là. Puis, en plus de permettre à plus de gens d'avoir accès facilement, bien, ça peut devenir un peu un attrait touristique aussi parce que c'est très intriguant, ça suscite la curiosité, ça fait parler. Donc, c'est des genres d'initiatives là, qui sont intéressantes pour le milieu. Vous avez accueilli un conférencier invité, M. Vincent Roy d'Exmuro Québec. Qui est-il? De quoi il a parlé? Oui, donc c'est ça, notre conférencier était Vincent Roy d'Exmuro. C'est un organisme, Exmuro, c'est un organisme qui, depuis à peu près 7 ans, organise des activités là, dans les lieux publics, anime la Ville de Québec de toutes sortes de façons. Puis on en a beaucoup entendu parler cet été avec le projet Passage insolite, qui a fait beaucoup parler de lui dans le Vieux-Port puis dans le secteur du Petit-Champlain, là. Donc, on l'avait invité pour qu'il nous parle des retombées de ce genre de projet-là dans le milieu. Puis, il nous a présenté vraiment beaucoup de photos de projets là, assez inspirants, là, où on voyait, par exemple, des extraits de livres écrits sur les trottoirs que les gens pouvaient lire en marchant, des luminaires qui devenaient des œuvres d'art assez magnifiques, là. Puis aussi d'autres exemples assez inusités, des photos présentées dans des blocs de glace. Donc, c'est ça, il a fait le tour de beaucoup de projets, puis c'était quand même des exemples là, inspirants pour notre milieu, puis surtout, d'autant plus que c'est une façon de faire qui a déjà pris sa place là, dans notre milieu. Vous avez également profité de l'événement pour lancer un appel de projet? Oui, c'était le lancement de l'appel du projet, le troisième appel de projet pour le Fonds culturel pour les artistes et artisans du Kamouraska.
C'est un projet qui s'adresse aux artistes, aux artisans, aux individus, aux artistes professionnels ou en voie de professionnalisation. Puis c'est un programme qui est quand même assez large là, pour pouvoir accueillir une variété de projets. On dit que c'est pour stimuler les initiatives culturelles et patrimoniales. L'appel de projet est en vigueur jusqu'au 2 février. Le montant maximum de subventions accordées est de 1 500 $ par projet. C'est le maximum par projet. Puis toutes les informations sont sur le site Internet de la MRC où les formulaires sont disponibles aussi à la MRC. Brin d'Acier, une nouvelle boutique située à Saint-Pascal, a récemment ouvert ses portes. Nous nous sommes entretenus avec le propriétaire, Sébastien Beaulieu. Et avant d'avoir votre boutique Pignon sur rue, vous avez quand même un atelier de ferronnerie d'art. Qu'est-ce que vous faites dans votre atelier? Dans l'atelier, on fait toutes sortes de choses. On fait surtout des commandes sur mesure parce que depuis 10 ans, on a plusieurs clients qui nous suivent, mais on fabrique des rampes d'escalier, des portails, des clôtures, des gazebos, plein de trucs pour l'extérieur de la maison, aussi pour l'intérieur, de la poignée à rampe d'escalier, vraiment pas de limite. Les outils de foyer, des chandeliers, des pentures, des vieux clous forgés, toutes sortes de choses, des sculptures, il n'y a vraiment pas de limite en fait. Et maintenant, vous avez votre boutique Brin d'Acier, Pignon sur rue à Saint-Pascal. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir une boutique, premièrement? Bien, pourquoi? L'idée était là au départ. Quand je suis parti à mon compte, je voulais avoir une salle de montre. Puis quand on a acheté la maison ici à Saint-Pascal, on l'a acheté parce qu'elle avait un local commercial. Puis l'objectif était un jour d'avoir le magasin avec l'atelier en arrière de la maison. Là, aujourd'hui, on a comme 2 boutiques. On a eu une à Kamouraska tout l'été. Ça a commencé cette année. Puis là, on a déménagé à Saint-Pascal pour justement l'ouverture pour les fêtes en 2014. Puis elle va être ouverte en 2015 sur demande, puis je vais être à l'atelier en arrière. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fameuse boutique? On retrouve un exemplaire d'à peu près toutes les choses qu'on fait. On a des girouettes en cuivre, en acier. On a des meubles, on a des chandeliers, on a des poignées, des pentures, on a même des trucs médiévaux, puis des équerres, toutes sortes de choses. On peut retrouver même un exemple de rampe d'escalier, des décorations pour aller dans les maisons. Est-ce que vous êtes seul à faire tous ces objets artistiques? Non. Depuis 1 an maintenant, il y a mon cousin qui travaille avec moi. Il était venu au début, quand j'ai commencé. Il avait fait une petite formation de forge lui aussi. Puis il était resté une année environ, là. Puis là, il est parti. Il a eu le temps d'avoir 3 enfants. Puis là, j'ai réussi à le faire déménager avec sa famille ici à Saint-Pascal depuis le mois de juin passé. Puis là, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, là. Puis ça va bien. Ça va mieux à 2, là. Quand on arrive dans des gros projets, ça prend plusieurs bras, puis c'est ça. Ça fait 1 an qu'on travaille à 2. Et quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous avez des idées de grandeur par rapport à votre boutique? Oui, bien, pour la boutique, c'est sûr que l'objectif des boutiques, c'est un objectif à long terme. On aimerait peut-être avoir plusieurs boutiques, soit au Québec ou ailleurs. Fait que là, on est en train de développer ça tranquillement, pas vite, avec celle-là à Saint-Pascal et celle de Kamouraska pour l'été. La réponse est bonne, donc si ça continue comme ça, on peut peut-être prévoir que dans quelques années, on verra une boutique Brin d'Acier, peut-être à Montréal ou ailleurs. C'est un projet qu'on caresse. Pour l'atelier, bien, présentement, je suis dans mon petit garage en arrière de la maison. C'est un atelier qu'on a fait expressément pour la forge. On a fini de le fabriquer en 2010. Là, pour le moment, c'est juste assez grand, pour ne pas dire un peu trop petit. C'est sûr que si... Au fur et à mesure qu'on va avoir des projets qui vont nous le permettre, peut-être qu'on va déménager dans le parc industriel un jour pour avoir un plus grand atelier. Agnès Grossman était de passage à l'église de Saint-Pascal pour le dernier concert de la série de 4, organisé pour le 50e anniversaire de son orgue Casavant. 150 choristes étaient sur scène pour interpréter des cantiques de Noël. Les 4 solistes Peggy Bélanger, Geneviève Lévesque, Guy Bélanger et Alexandre Sylvestre ont offert une performance de haut niveau. Le chœur est accompagné à l'orgue par Michel Boucher et Jean Moret. La directrice artistique Agnès Grossman, de renommée internationale, nous a expliqué pourquoi elle a participé au projet.
Alors, voyez-vous, Jacques Boucher est le directeur de ce festival ici. Et comme vous savez, ce concert est le concert final de ce festival. Et il m'a parlé de ce projet et il m'a dit que ça serait magnifique si on pourrait une fois faire un événement chant choral, soliste, cuivre. Et puisque j'ai travaillé très souvent avec Jacques Boucher quand il était à Radio-Canada, quand j'étais directeur artistique de l'Orchestre métropolitain de Montréal, quand il était aux Jeunesses musicales, j'étais sur le jury de choisir les artistes et surtout aussi au Centre d'art Offord où j'étais directeur artistique. On avait plusieurs projets qu'on travaillait ensemble et c'était toujours des événements extraordinaires. Alors j'étais convaincue de ce projet et j'ai dit « je viendrai ». Et voilà, me voilà. Et comme vous voyez, je crois que le résultat était impressionnant. Il ne faut pas oublier que ces 145 chanteurs sont venus de partout. Il y avait quelques répétitions, mais c'est pas vraiment comme un concert qu'on prépare des semaines et des semaines. Non, 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 pas du tout. Alors, j'ai eu une répétition avec chœur et orgue. Je crois que c'est énormément encourageant parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes et femmes qui chantent très, très bien et qui chantent avec enthousiasme. Et n'oubliez pas que ce sont les racines de ce pays, hein? Que ce soit les chants de Noël, que ce soit naturellement la musique sacrée, c'est les églises, ce sont les orgues évidemment aussi qui sont importants pour le patrimonial de ce pays. Alors c'est pour ça je trouvais vraiment essentiel de réaliser ce projet. Je crois que ça a été fait avec beaucoup de succès. Ce sont vraiment des solistes remarquables, s'il vous plaît. Que ce soit le soprano, alto, peut-être vous allez les mentionner encore, ça serait bien. Et même les jeunes cuivres qui sont venus de Québec, on a fait une répétition là-bas, au conservatoire. Et je trouvais que l'ensemble a tellement bien fonctionné et ça nous démontre que c'est pas trop difficile, ça ne prend pas trop de temps si tout est bien planifié avant. Et je crois que ça serait une joie extraordinaire pour la population de célébrer Noël de cette façon-là. Si ça pourrait devenir une tradition, ça serait idéal. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous le 27 janvier prochain. D'ici là, passez de joyeuses fêtes. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.